La sensibilité suit le fil de nos émotions au fur et à mesure des étapes de notre vie. C'est un processus naturel. Mais qu'advient-il quand notre caractère a d'emblée une part émotionnelle bien plus grande que la moyenne? Élément de réponse sans filtre, avec Marc Tomasi. Bienvenue dans votre vie, Marc. Avec toutes les photos marquantes qu'elle comporte. On va commencer par celle-là. Et vous allez me les raconter. Avancez-vous, je vous en prie. Ben voilà, c'est mon père, jeune. Je ne sais pas exactement de quand date la photo, mais probablement avant la Deuxième Guerre mondiale, dont il a pris part. Héros de la guerre, hein? Un petit peu, quand même, hein? Héros dans le sens où il a été fait prisonnier sur la ligne Maginot, comme tout le monde, sans avoir échangé un seul coup de feu. Déporté dans un camp de prisonniers en Tchécoslovaquie. Mais ne voulant pas remettre sa destinée dans les mains des Allemands, il a décidé de s'évader. Et effectivement, il va rejoindre Paris, puis grosse, hein, et puis il va repartir aussi à Paris, parce qu'il va y avoir une histoire avec une fille, je crois savoir à Oui, Grosse. oui. Il faut qu'il s'en aille à un moment. Ouais, oui. Et puis, sur le continent, d'ailleurs, il va refaire sa vie, hein, avec une niçoise, il va avoir des enfants. Et puis, il ne va pas être rancunier envers l'Allemagne aussi, votre papa. C'est-à-dire qu'il va sentir un petit peu le vent, hein. Qu'est-ce qui va se passer, justement, au sortir de la guerre? Pas du tout. Et il n'en a pas voulu à l'entièreté du peuple allemand. Il a eu conscience qu'ils ont été endoctrinés. Et oui, parce qu'il apprend l'allemand quand il va en Allemagne, et quand s'effectue effectivement le rapprochement de ces deux pays, lui, il a cette carte à jouer. Et comme il est avocat d'affaires, il y a des entreprises allemandes, c'est tout gagné. Quand les contacts, les échanges économiques ont recommencé entre la France et l'Allemagne, évidemment, il était extrêmement bien placé. Et il avait des clients très prestigieux. Des marques de voitures, hein, des grosses marques de voitures, oui, notamment Audi, etc. Et voilà, justement. Exactement. Avocat d'affaires, votre papa. Voilà. Il avait un surnom, d'ailleurs, hein, je crois. Alors ça, j'ai appris ça après sa mort. Ouais. J'ai été invité à un mariage et le père de la mariée était un avocat d'affaires aussi. Et quand il a entendu mon nom, il a fait « Mais comme l'avocat ?» Je fais « Oui, c'était mon père. Il vient d'ailleurs de décéder. » Il m'a dit « Mais c'était le pape des affaires. » Le pape des affaires, votre papa. Quel était son caractère, votre papa? Alors mon père, c'était quelqu'un avec des valeurs extraordinaires, très impressionnant, une culture générale, globale, qu'on ne rencontre plus aujourd'hui, des gens d'un autre temps. On pouvait lui parler des planètes, des astres, il pouvait vous réciter un poème de Rilke ou d'autres poètes allemands par cœur. Quelqu'un de très, très, très puissant. Et dans son cabinet, justement, dans son cabinet, eh bien, il y a elle. Eh oui, donc ça, c'est ma maman jeune qui a travaillé dans le cabinet de mon père en tant qu'interprète allemande, français. Et quand elle avait fini son temps de travail, il lui a demandé si elle voulait bien rester. Alors, elle est beaucoup plus jeune que lui, bien sûr. Hein. Oui, de 18 ans. De 18 ans, effectivement. Votre papa a déjà des enfants, mais il va en faire un autre par amour pour votre maman, et c'est vous, là. Oui. Alors moi, je suis le second. Il a eu mon frère Martin en premier, de 21 mois, mon aîné. Et ouais. Votre maman, qui c'est? S'appelle Inge, rebaptisée Agnès en Corse. Elle est complètement différente de votre papa, en fait. Ah oui, mon père est un intellectuel, ma mère est une émotionnelle. On pourrait penser l'inverse, mais c'était elle, l'émotion et du coup la musique aussi. Eh bien, la musique, on va la retrouver là. C'est ici. Je suis passé là-bas, votre maman, elle m'a donné cette photo. Qui c'est? Ce sont mes grands-parents, donc son père et sa mère. C'était un instructeur d'équitation et violoncelliste. Donc il n'a pas fait de la musique son métier, mais de l'équitation. Vous ne l'avez pas connu, lui? Je l'ai connu, mais très petit. Très petit? Oui, oui. Ah, vous n'avez pas trop eu le temps d'échanger? Si, il venait nous voir en vacances, mais j'étais trop jeune pour vraiment partager. Et voilà, mais j'ai encore des images, bien sûr, de lui, de ce qu'il pouvait me dire en allemand, des petites blagues qu'il me disait avant de me coucher. Elle, par contre, vous avez un souvenir. Venez. Il y a un souvenir marquant.
Tout à fait. Alors elle, c'était vraiment la très grande musicienne du côté de la famille de ma mère. C'est la sœur de votre père? C'est la sœur de mon grand-père. De votre grand-père, oui, pardon. Qui était donc cantatrice. Alors elle s'est cassé les cordes vocales parce qu'ils se sont... Elle était en fait alto, ils ont voulu la faire chanter soprano et elle s'est cassé les cordes vocales. Mais elle était une pianiste exceptionnelle. Et elle s'est mariée avec un violoniste. Et quand ils se donnaient en concert, les critiques étaient dithyrambiques sur elle et catastrophiques sur son mari. Et pour ne pas lui faire de l'ombre, elle a décidé de faire un trait sur sa carrière de musicienne. C'est ce qui était un peu à l'époque... Jusqu'où va l'amour, quand même? Jusqu'où va l'amour, oui. Ouais. Mais je le regrette parce que j'ai été la revoir quand elle avait 98 ans dans sa maison de retraite. Et elle avait son piano Bechstein. Et elle a joué pour nous un moment musical de Schubert et le temps s'est arrêté. Elle avait de la magie dans les doigts. Carrément. Et vous allez hériter de cette partie maternelle, hein, tandis que votre frère va plutôt hériter de la partie paternelle. Hein. Votre frère est avocat. Exactement, il a suivi les traces de mon père. Et vous suivez progressivement. On va voir où ça va vous mener, mais les traces de votre mère. Exactement, et de mon grand-père, puisque l'équitation... Exactement. Ça, c'est votre passion de jeunesse. Exactement, ça c'est... Me voici au cercle hippique ajaxien, qui aujourd'hui n'est plus, mais qui était au rond-point de l'aéroport de Campo dell'Oro. Peut-être 15 ou 16 ans. Vous venez vivre quand en Corse? Je crois que je suis arrivé entre 8 et 9 ans. Entre 8 et 9 ans, hein. Le cheval, le saut d'obstacle, avec... C'est Renette, ça, déjà? Non, ça, c'était un autre, il s'appelait Poli. Poli. L'histoire d'amour avec Renette, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Et puis, une autre histoire d'amour aussi, la musique, hein? Oui, voilà, les tout débuts de la musique. Approchez-vous, je vous en prie, Marc. Votre premier synthé que vous achetez? Exactement. Pourquoi? Parce qu'avec des copains, on voulait un petit peu reproduire des morceaux de pop qu'on aimait bien. Donc, ouais. J'ai acheté ce synthé à ce qui est devenu mon meilleur ami, Olivier Massogne. Donc, j'avais 17 ans, j'étais encore au lycée. Et me voilà faire mes premiers pas, à essayer de reproduire les musiques que j'aimais bien au synthé. Et ça? Ça, c'est un groupe qu'on a essayé de créer avec des amis du lycée de Laetitia. Et, à droite, on peut voir Jean-François Casalta, qui s'est présenté à la mairie d'Ajaccio la dernière mandature, ouais. Voilà, alors je peux pas dire que c'était vraiment formidable ce qu'on faisait, mais on a essayé. Il y avait un nom, ce groupe? Non. Ça, c'est une répétition à l'Adia qu'on avait faite. D'accord, ça, c'est sans lendemain. Il y a eu 2-3 essais, mais peut-être qu'ils ont continué, mais moi, j'étais pas encore vraiment au point. Et justement, vous allez être au point avec un vrai choc esthétique. Et le vrai choc esthétique, on ne va pas en parler là. On va en parler dans une pièce qui se prête justement à écouter de la musique. Très bien. OK, allez, venez avec moi. Place, Marc. Et donc, vous êtes en maths sup. Hein? Oui. Vous avez 18 ans, 19 ans. Oui, après le bac. Après le bac, et après le bac, un jour, vous écoutez. Voilà. Exactement, c'est l'Adagietto. Ce mouvement-là qui m'a profondément ému. Une émotion intense qui m'a chamboulé. Et quelques heures après, en faisant une sieste, j'ai eu ce rêve lucide où j'étais à la tête d'un orchestre symphonique et tout ce qui me passait par la tête, l'orchestre le jouait en temps réel, comme une improvisation orchestrale. Ça a été extrêmement puissant et le lendemain, je suis retourné en maths sup le matin et à midi, je suis retourné à la maison. J'ai dit à mon père, je sais ce que je vais faire, je vais être compositeur de musique de film. De film? Pourquoi de film? C'était évident, c'était comme si c'était... enfin, dans ce rêve lucide, c'était de la musique de film. Il y avait un écran, il y avait une scène. Et je composais en direct la musique d'un film. Donc, c'est comme si on m'avait éclairé sur ce que ma vie devait être. Qu'est-ce qu'il répond, votre papa, là, à ce moment-là?
Ah, il a eu une réponse extraordinaire. Il a dit, il n'y a pas plus beau que de consacrer sa vie à l'art, donc fonce. Donc fonce, vous foncez. Mais pour foncer, vous choisissez la plus haute école d'ingénieur du son qui Alors soit. c'est lui qui m'a guidé vers ça, parce qu'en fait, il s'est dit, bon, la musique, c'est magnifique, mais ça reste incertain. Donc, comme Maths Sup, c'était pour préparer des écoles d'ingénieurs, il s'est dit, ingénieur, musique, ingénieur du son. Donc en se renseignant, les meilleures écoles d'ingénieurs du son étaient en Allemagne. Et donc direction. Et direction Düsseldorf, voilà. Enfin, il a fallu quand même que je me prépare, parce que le concours d'entrée était quand même... voilà, s'il fallait avoir un niveau fin de conservatoire en instrument. Donc, Que vous n'aviez pas du tout. Que je n'avais pas. Donc, avec mon professeur d'Ajaccio qui s'appelait Jean-Pierre Renouch, on s'est préparé pour le concours d'entrée. Et 250 appelés et vous n'étiez pas peu d'élus. 25. 25. Vous êtes pris à Düsseldorf. Mm-hmm. Donc vous embarquez à Düsseldorf avec le cheval. Avec 2 chevaux même. Avec 2 chevaux. Oui. Et vous arrivez là-bas. Et justement, j'ai mis cette photo à dessein parce que vous allez plus vous occuper de vos chevaux que de musique finalement arrivé là-bas. Exactement. Malgré avoir eu l'appel de la musique, la passion pour l'équitation et les chevaux était encore très présente. Et il m'a fallu quelques années avant de comprendre qu'il fallait que j'arrête complètement de monter à cheval et me consacrer totalement à la musique. Oui, parce qu'effectivement, Düsseldorf, au bout de quelques mois, vous revenez en Corse, vous abandonnez, vous abandonnez carrément. J'abandonne. Il faut dire que passer de la Corse à l'Allemagne, c'est un petit peu violent. Pourtant, c'était le pays de votre maman. Oui, mais ça ne suffisait pas. Non, Vous revenez en Corse, après vous faites encore un essai, vous dites je vais aller à Paris, tiens. Voilà, donc Arrivé à Paris, pareil, vous repartez avec vos chevaux. Une autre école d'ingénieur du son, mais je passais ma vie à faire du cheval encore. À faire du cheval, jusqu'à ce qu'un jour, le destin me dise, bon, ça suffit. Le destin, c'est quoi? Votre voiture se casse. Les 2 chevaux se blessent. Ouais. Et ma voiture se casse, donc en fait, impossible d'aller même au centre d'équitation. Et en marchant dans les rues, tout d'un coup, j'ai dit, mais bien sûr. J'étais aveugle, on m'a montré la voie, j'ai pas voulu la suivre. On m'a caché mes jouets, maintenant il faut que je m'y mette à fond. Et à fond, ça passe par là. Exactement. Donc je rentre au conservatoire, c'est ma professeure d'écriture musicale, d'harmonie, contrepoint et fugue, Isabelle Duhat. Et là j'apprends déjà la technique musicale, l'art d'écrire selon les maîtres classiques. Et parce que vous arrivez avec un mauvais niveau aussi, là pareil. Quand vous arrivez, vous stressez énormément, en plus vous traquez, vous quand même. J'avais aucun niveau, puisque j'avais, à part les cours de piano à la maison, j'avais aucune théorie musicale, je connaissais absolument rien. Et le premier coup, elle m'a dit, bon, t'es bien mignon, mais fais tes classes de solfège et reviens me voir dans quelques années, quoi. Et vous allez bosser avec acharnement. Et là, vous découvrez une puissance de travail presque insoupçonnée, peut-être, non Exactement. J'ai dû travailler triple pour rattraper le retard et qu'elle oublie mes lacunes. Et au bout du 2e cours, elle m'a accepté dans sa classe et j'ai pu suivre les cours. Et après, ça s'est très bien passé, puisque je suis sorti avec, félicitations du jury, 20 sur 20 à l'époque. Premier prix. Premier prix. Voilà. Et juste après ça, eh bien, vous aviez votre contrat. Voilà, alors c'était un audio-livre. Et du coup, me voilà passé du rêve de la vocation à la réalité. Suis-je capable de composer 45 minutes d'œuvre symphonique pour cet audio-livre? Vous y arrivez, mais sauf que l'audio-livre, lui, par contre, ne sort pas. Non, pour des raisons de production qui m'ont dépassé, il n'est jamais sorti. Mais heureusement, vous rencontrez à cette occasion cet homme-là. Voilà, Jean Holzmann, qui a écouté ma musique par hasard, et il s'est dit, ah, ce gars-là, il a peut-être quelque chose à donner. Et je lui dois tout, en fait, dans ma carrière. Il m'a apporté mes premiers contrats, très gros. Premier contrat. On va voir un petit peu, mais en tout cas, c'est lui qui est derrière vous à chaque fois, c'est votre ange gardien quand même. Exactement. Et ce premier contrat, ces premières musiques, il y a quelqu'un qui va les entendre, mais qui ne va pas les entendre longtemps en fait. C'est votre papa, Marc, qui en 2002 meurt alors que vous commencez à peine votre carrière. Finalement, il n'aura pas trop eu l'occasion d'écouter. Non, je lui ai fait écouter d'ailleurs mes premières compositions pour cet audio-livre. Et il m'a dit, ah,
C'est pas mal, mais c'est pas Mozart encore. Ah bon? Ouais. C'est pas Mozart encore. Bon, il avait raison. Mais oui, c'est vrai que c'est un regret qu'il soit parti si tôt, qu'il n'ait pas pu écouter ce que j'ai pu produire par la suite, parce que... Parce que ça va aller vite, justement. Après sa mort, vont arriver les vraies œuvres qui vont être justement diffusées. Et on commence avec des documentaires. Exactement, un premier documentaire, le Kursk. C'est vous qui faites la musique. C'est vous qui faites la musique aussi du système Poutine. Oui, 14-18 aussi, que des succès. Ça commence vite et bien, finalement. Hein. oui, c'est vrai que dès que j'ai mis un pied dedans, les contrats sont arrivés. J'ai pas eu besoin de chercher le travail. Il est venu vers moi et c'était assez magique. Mais ça va dévier un petit peu parce que vous qui vouliez faire de la musique de film, on va vous appeler sur un contrat assez étonnant. On va écouter et vous allez me raconter ce que c'est. Parce que ça va être un succès mondial. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Il n'y a pas que moi qui aime beaucoup. Hein. Oui, bah, il y a beaucoup d'enfants qui ont adoré cette série d'animation Galactic Football, qui était mon vraiment gros contrat, que Jean Holzman m'a apporté sur un plateau d'argent. Donc là, c'est parti. C'est génial. Voilà. Et puis non. J'ai mis cet arrêt de bus. Oui, ça, c'est quelques années plus tard, bravo. Ouais, parce qu'il va se passer quelque chose. Oui, ben, après avoir fait quelques autres séries et travaillé jour et nuit et sans relâche, parce que c'est quand même un métier qui est très demandant, les deadlines sont hyper serrés, et un beau matin, à 5 heures du matin, me suis endormi au volant, et à la station Voie lactée, je me suis endormi et j'ai tapé dans un mur en voiture. Vous avez failli mourir. Ah oui, je suis passé très très près. Vous tassez les vertèbres, vous faites vraiment très mal. Ouais. Et c'est à ce moment-là, justement, que vous stoppez. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette image là à côté. Il y a une nouvelle... C'est une connexion avec la spiritualité, puisque quand on est quasi mort, c'est une occasion pour renaître. Et cette sanguine qui est une sanguine du milieu du XVIIIe siècle, qui m'a été offerte par ma grand-tante Élisabeth, celle dont on a parlé tout à l'heure. Et on la voit en pleine connexion avec le divin, avec la muse. C'est Sainte Cécile, la sainte des musiciens. Et à chaque fois que je dois commencer un nouveau travail ou une œuvre, je m'adresse à elle et je lui demande si elle veut bien souffler à travers moi quelques inspirations musicales. Eh bien, on va voir que ça va marcher au-delà de toute attente. Et on ne va pas le voir dans cette pièce-là. On va le voir là-bas dehors. Allez. Okay. Allez, viens avec moi. Et donc, Marc, vos vœux sont exaucés. Déjà avec ça, puisque suite à l'accident, vous partez en Amérique latine. Et là-bas, vous faites une belle rencontre. Une jeune péruvienne qui va devenir ma deuxième femme, Maya. Ça va très vite, hein? Vous la demandez rapidement en mariage en Italie. Et puis elle tombe... J'ai pas perdu de temps, oui. Ouais. 2 semaines après, on était fiancés. Et quelques mois après, l'enceinte. Voilà, exactement. Et ensemble, justement, vous allez changer de vie parce qu'elle, un jour, justement, comme vous travaillez beaucoup, hein, on va y revenir bien sûr, vous travaillez énormément, un jour, pour vous changer les idées, elle vous dit « Tiens, viens, je t'ai payé un petit week-end à Londres. » Et puis vous arrivez à Londres et là, il se passe quelque chose dans cette ville. Ah oui, je ressens l'énergie qui règne, cette énergie multiculturelle, cosmopolite, extrêmement artistique aussi. Et je me dis, au bout de 2 jours, eh bien, on s'installe. On déménage et on y va. Et là, justement, à Londres,
votre carrière, elle décolle, vraiment. C'est là où ça prend de l'ampleur. Là, vous avez commencé à écrire l'œuvre avant de rencontrer Maya, mais c'est juste après que, ben, il y a ça. Exactement. Calimero 3D, encore un dessin animé, encore un succès. Oui. Forcément, Calimero, c'est dans les têtes de, Ouais, de tous les de enfants. tout le monde. Ouais. Et très beau projet. Très belle musique, hein. Moi, j'aime bien ce que vous faites, hein, Marc. Et puis après Calimero, vient carrément ceci. Paf le chien, qui n'est pas une blague. Hein. Non. C'est- À la base, c'est une blague, mais c'est devenu un dessin animé qui a fait le tour du monde. Ça n'a l'air de rien, ça, Paf le chien. Paf le chien, c'est la série française qui a eu le plus de succès à l'étranger de ces 25 dernières années. Exactement, oui. 180 pays, quasiment tous les pays du monde. Un rêve pour un compositeur d'avoir une audience aussi large. Oui, complètement. D'ailleurs, ça va vous faire gagner beaucoup d'argent, même, Paf le chien, pour le coup. Hein. C'est le jackpot aussi, Paf le chien. Ouais, c'était pas mal. Et il se trouve qu'en même temps que vous écrivez Paf le chien le jour, il y a un réalisateur français qui vous appelle pour travailler la nuit à son film. Et on va écouter un petit peu ce que ça a donné et vous m'en parlez après, d'ailleurs. Hein, d'accord ? Vous essuyez quelques larmes. Qu'est-ce que c'est, ça, Marc ? Ben, c'est un rêve de 25 ans d'enregistrer avec cet orchestre, le London Symphony Orchestra, dans ce studio légendaire qui s'appelle Air Studio. Voilà, un magnifique film, les meilleurs musiciens au monde, un accomplissement, un rêve. C'est exactement la réalisation du rêve que vous aviez fait 20 ans plus tôt, diriger un orchestre symphonique pour une musique de film. C'est exactement ce qui se passe. Tout à fait. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est un sentiment de réalisation, voilà, même si c'est pas la fin du voyage, mais on se dit que... C'est pas la fin du voyage, mais c'est un petit peu le sommet du voyage. Parce qu'après ça, justement, eh bien, vous avez tellement travaillé qu'il y a un peu une descente, et j'ai envie de dire un peu une descente aux enfers, comme vous, pour vous, non, Marc ? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Ben, à force de Tirer sur la machine. tirer sur la machine, de s'envoler presque trop haut près du soleil, on se brûle les ailes et il y a un prix à payer, un prix physique. Quasiment 20 ans sans voir sa famille, sans dormir, à consacrer toute son énergie, toute son âme à sa passion. Forcément, il y a un petit contre-coup à payer. Un gros contre-coup même, parce que vous arrêtez d'écrire à un moment. Vous Quasi faites 3 ans. Quasi 3 ans. Quasi 3 ans quand même. Vous faites un petit peu de production de votre, vous Oui, rencontrez oui, votre oui. ami Ed Laurie. Hein, il fait un album, vous faites tout pour lui, mais vous vous rendez compte que bah, c'est pas ça. Vous, votre rêve, c'est pas de faire de la production. Vous, votre rêve, c'est Ça vraiment... reste ma composition, ça reste mais votre composition. je dirais pendant cette période de break, on va dire Ouais. dire ça comme ça, s'occuper de la musique des autres, donner son énergie pour faire que la musique des autres existe, ça m'a maintenu en contact avec les musiques et vivant. Il y a quelque chose peut-être qui vous a maintenu encore plus vivant. C'est peut-être le retour aux racines. Et le retour aux racines, je l'ai matérialisé comme ceci. Eux notamment. Mes enfants, 2 de vos enfants, Iman et Antoine, et j'ai mis le dessin à côté, d'Antoine Tomasi, oui, qui C'est a votre fils dessiné Brahms, ouais, en, Qui hommage, au morceau qu'on a écouté tout à l'heure. exactement. Parce que tous les deux ont un talent
merveilleux. Alors on le voit avec ce coup de crayon merveilleux. Et votre fils, comme votre fille d'ailleurs, font une école de Oui. quoi une école D'animation. Une école d'animation. Mon fils l'a terminé, maintenant il est animateur. Et ma fille vient de rentrer depuis quelques semaines suivre ses pas. Et avant de finir justement son école, quand dans une école d'animation, il faut faire un film. Et pour faire ce film, votre fils a demandé à ce que vous composiez la musique, bien sûr. Et on va regarder ce que ça donne. Happy Christmas Day, dream the night away. All the kids are ready for Christmas Day. Everybody's sleeping, it's Christmas Day. La chanson est magnifique, c'est vous, hein? Oui, C'est vous. c'est moi. Et les images, alors c'est quelque chose. Il a un Ah, talent oui, c'est une grande phénoménal. fierté. C'est du Pixar, là. Ah oui, oui, c'est impressionnant. J'étais bouche bée quand j'ai vu ces images et, Moi aussi. Moi, et le fait de travailler avec lui sur son premier projet, une joie immense. Une Ça fierté. doit être fort parce que là, ça paye pas de mine, c'est le début, c'est un petit peu le Père Noël qui arrive. Mais derrière ça, il y a un scénario de dingue, il y a un talent de dingue. Là, pour le coup, j'ai eu la chance de voir le film. Alors, il n'y a que moi qui aurais la chance parce qu'il n'est pas visible ce film, bien sûr. Si, il est sur YouTube. Ah, il est sur YouTube. Oui, oui, Ah, mais je conseille à tout le monde de le regarder, de voir le délire qu'il y a après ça, mais c'est magnifique. Et il a reçu le premier prix grâce à ce film. Décidément, on n'a que des premiers prix dans la famille. Et justement, ça vous donne des envies peut-être de travailler peut-être alors avec oui. votre famille du coup là. Ah, ça, c'est un rêve qu'on imagine avoir. Voilà. Les Thomas qui travaillent ensemble sur des films d'animation. Moi, je fais la musique, eux écrivent le scénario et font l'animation. Ça, c'est C'est un beau nouveau rêve. un grand rêve. Ouais. Un grand rêve, le grand rêve. Parce que c'est reparti là quand même. Hein. Je crois savoir que vous avez décroché des nouveaux contrats là. Oui, oui. Donc ça y est, ça repart là quand même. Oui, oui, Tout là, doucement ou pas tout doucement d'ailleurs, ou encore à fond? Vous ne savez pas travailler autrement qu'à fond? malheureusement, quand ça revient, c'est à fond. Donc, C'est à fond. il n'y a pas trop de demi-mesure dans ce métier. C'est ou tout ou rien. Et encore sur Londres ou peut-être bientôt un petit peu en Corse? Comment vous allez faire? Je rêverais de pouvoir revenir la moitié du temps ici et l'autre moitié à Londres. Décidément, Marc, vous avez encore beaucoup de rêves. Donc je vous souhaite de réaliser vos rêves. Pour l'heure, on s'arrête là. La dernière photo, c'est moi qui l'ai fait. C'est le selfie. Allez, venez à côté de moi. C'est immense, hein? Vous avez pu faire du basket aussi. Allez, un beau sourire. Ça a été un véritable plaisir de vous rencontrer. Merci. Vraiment, Marc. Continuez de réaliser vos rêves. C'est tout tout le mal que je peux vous souhaiter. Et n'hésitez pas à m'appeler quand vous revenez ici. Ça OK? marche. À bientôt. Au revoir.